Si mon micro fonctionne, je pense que oui. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour à nos adhérents fidèles qui viennent s'informer du programme de l'an prochain. Bonjour aussi à ceux d'entre vous qui ne seriez pas adhérents à l'Université Libre et qui découvrez nos programmes. Alors, justement, et puis bonjour également à ceux qui vont nous suivre en replay, puisque cette présentation, qui n'est pas une conférence, cette présentation du programme sera disponible sur le site. Alors j'en profite pour remercier au passage notre webmaster, M. Robert Fedorovski, ainsi que l'équipe numérique qui s'occupe de la retransmission. Je remercie aussi toute l'équipe de l'accueil qui, tout au long de l'année, vous a accueillis pour les conférences. Alors, pour les nouveaux venus, nous en organisons du nom d'université, université qui est parrainée qui ne délivre pas de diplôme, mais qui est parrainée par deux universités qui sont d'une part l'université de Nanterre et d'autre part la Sorbonne, sachant qu'aujourd'hui la Sorbonne s'appelle Sorbonne Université depuis la fusion de Paris-Sorbonne, Paris 4 et de l'UMPC, l'Université Pierre et Marie Curie, ex-Paris 6. Donc nous avons deux parrainages tout à fait prestigieux, dont sont issus nos deux vice-présidents, dont le recteur Gérard-François Dumont, que vous connaissez tous. Donc nous avons un statut d'association loi de 1901, et si nous bénéficions d'une subvention de la ville de Saint-Germain-en-Laye et d'une petite subvention de la commune de Chambourcy, nos rentrées en fait financières sont évidemment essentiellement issues de vos cotisations, du montant de vos adhésions. Et donc, de ce point de vue, évidemment, nous avons eu une érosion de nos effectifs, plutôt moindre que d'autres associations. Nous sommes, comme vous le savez, membres de l'Union française des universités du temps libre et en réalité, beaucoup d'institutions équivalentes ont perdu jusqu'à 70% de leurs adhérents. Pour notre part, précisément grâce au replay, nous avons pu en quelque sorte assurer la continuité du service. Donc vous avez pu avoir des conférences à distance pendant toute la période des confinements et autres. Et donc, néanmoins, nous avons eu une diminution du nombre d'adhérents. Et donc, n'hésitez pas à faire notre publicité si vous êtes satisfait de nos services, dans vos proches, auprès de votre entourage, et j'allais dire, y compris auprès de personnes qui ne résident pas à Saint-Germain-en-Laye et sa région, puisque notre champ d'action, en quelque sorte, s'étend à des communes voisines. Nous avons des adhérents qui viennent du PEC, d'autres de Chambourcy, d'autres de Marly-le-Roi, etc. Je ne vais pas énumérer toutes les communes dont sont originaires nos adhérents, mais aussi pour des adhérents plus lointains, puisque le fait que l'intégralité de nos conférences soit disponible en replay sur le site, avec un accès réservé, bien entendu, aux adhérents, moyennant l'obtention d'un code qui vous est envoyé. Et là, je remercie un des piliers de l'équipe informatique, qui est M. Étienne Langlois, qui nous gère tout ça. Et donc, je dois dire que désormais, c'est possible de suivre à distance l'intégralité de notre programme de conférences. Et de la même façon, il y a une possibilité d'être e-adhérent, c'est-à-dire de n'adhérer que pour une série, un cycle de conférences. Pour le moment, ça n'a pas beaucoup de succès. Je pense que c'est parce que ce n'est pas encore très connu. Et donc, nous n'avons pas encore choisi quelle conférences bénéficieraient de ce régime. Alors, outre les conférences, comme vous le voyez, qui se départagent entre des conférences générales, donc souvent en lien avec des sujets d'actualité, avec une grande variété de sujets, nous proposons des cycles thématiques que vous pouvez voir résumés, même si les titres sont plus synthétiques que les titres réels, sur cette affiche que nous devons à M. René Tabary, un autre de nos bénévoles. Et donc, et sur lesquels je vais revenir, nous proposons aussi des séminaires et des ateliers. Je reviendrai sur cette distinction entre séminaires et ateliers, et puis des visites culturelles. Et là, ça me donne l'occasion
de tordre le cou à deux rumeurs qui m'exaspèrent et qui exaspèrent d'autres personnes à Saint-Germain-en-Laye. La première, qui est totalement insensée, et je me demande comment il peut y prêter foi, étant qu'on ne peut pas être à la fois adhérent de l'Université libre et des Amis du Vieux Saint-Germain. Alors je pense qu'il y a parmi vous dans la salle des gens qui sont adhérents aux deux. Par ailleurs, donc, Madame Bourillon, Florence Bourillon, évidemment, dément formellement cette rumeur. Moi aussi, je tiens à la démentir. Je m'entends parfaitement avec cette dame qui a eu un parcours professionnel un petit peu du même type que le mien, puisque nous sommes toutes les deux des universitaires en retraite. On ne se marche pas sur les pieds parce que les Amis du Vieux Saint-Germain, comme leur nom l'indique, ont une vocation d'histoire locale, et que lorsque nous avons des conférences d'histoire, c'est plutôt de l'histoire générale. Par ailleurs, nous nous associons pour un certain nombre de conférences, et cette année, alors l'année dernière pour Napoléon, puisque nous avons pour principe de toujours nous associer à une célébration, à une commémoration saint-germanoise. Donc l'an dernier, c'était Napoléon. Cette année, ce sera le centenaire du Bol d'Or qui a été instauré en 1923. Et donc la conférence sur le Bol d'Or sera une conférence en partenariat entre nos deux institutions. Et je suis désolée, mais dernière preuve de notre excellente entente, M. Bourillon, qui avait fait un très beau cycle de conférences sur l'architecture, interviendra cette année dans nos conférences générales. Donc ça, c'est la première rumeur qui est d'une imbécilité totale, je dois le dire. Donc vous êtes les bienvenus ici, et ça ne vous empêche pas d'adhérer aux AVSG et réciproquement. La deuxième rumeur, c'est que nous allons arrêter les visites. Or, vous voyez, alors je ne sais pas qui propage ces rumeurs, ni quelle en est la source, mais vous savez, comme on dit, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Où je vous renvoie aussi au caractère de la bruyère, il y a un très beau texte là-dessus. Donc les visites culturelles sont tout à fait, alors évidemment, elles ont été mises entre parenthèses pendant la période du confinement. Non seulement on a réussi à les conserver pendant la saison 2021-22, mais elles poursuivront leur parcours en 2022-23. Alors Madame de Wailly sera toujours la responsable des visites. Elle n'est pas là pour les présenter parce que malheureusement, elle est une illustration de la loi des séries, puisqu'après une fracture du poignet, ce qui est toujours quelque chose de très douloureux et d'immobilisant, a le Covid. Donc nous avons quand même, ce qui a un petit peu ralenti la préparation des conférences, néanmoins, des visites, pardon. Alors néanmoins, je vais peut-être commencer par les visites d'ailleurs, elle m'a proposé un premier semblant de programme avec un principe auquel nous comptons nous tenir, d'une part parce qu'il y a de plus en plus d'associations à Saint-Germain qui proposent des visites, et d'autre part parce que ça, c'est une des conclusions d'une réunion des présidents d'universités du temps libre à laquelle j'ai participé. Aujourd'hui, les gens ne visitent plus beaucoup les musées en groupe, ils préfèrent les visites individuelles. Donc le choix que nous avons fait, en accord avec l'équipe de l'Université libre, c'est de nous borner, ce qui a été fait déjà un peu cette année, mais pas complètement, mais en tout cas de nous borner à offrir des visites qui soient à l'appui, soit de nos conférences, soit de nos séminaires. Alors, d'autre part, le succès me semble avoir été incontestable des sorties d'une journée, de ces excursions, que ce soit en début d'année à Net et Coin, qui ressemblait un peu à ces week-ends d'intégration des grandes écoles, et également ensuite à l'appui de sa conférence sur l'école de Barbizon, qui n'est pas vraiment une école d'ailleurs, vous avez dû comprendre ça, par M. Joubeau, l'ancien conservateur du musée de Barbizon, cette sortie à Barbizon. Alors cette année, nous vous proposerons une sortie au printemps, bien sûr, à Giverny, parce que les impressionnistes, c'est inusable, parce que la maison et le jardin, ces fameux nymphéas, c'est quand même quelque chose de tout à fait impressionnant. Et puis, une sortie à Chartres, parce que, vous allez le voir tout à l'heure, nous aurons une des conférences du cycle d'histoire de l'art sur les vitraux, et donc à Chartres, nous n'irons pas seulement sur les traces de Péguy et voir la cathédrale, mais aussi visiter surtout le Centre national du vitrail,
qui est une très belle institution et qui se trouve quasiment de l'autre côté du parvis de la cathédrale. Donc on n'a pas encore décidé si ça se ferait en covoiturage, comme ça a été le cas, je crois, pour Barbizon, ou en autocar, comme ça a été le cas pour Écouen. Voilà. Alors, donc, voilà pour les sorties en plein air, si j'ose dire, les excursions d'une journée. Alors, par ailleurs, ce n'est pas parce que nous sortirons de Saint-Germain que nous n'y reviendrons pas, puisqu'il y aura une exposition au musée Véra sur le rail à Saint-Germain-en-Laye, puisque vous savez que la première ligne de train aboutissait à Saint-Germain-en-Laye et qu'on en voit encore les traces au pied du château. Je bouge trop. Au pied du château. Et en fait, donc, il y aura une exposition à l'espace Véra et Madame Zvereva, qui fera une conférence par ailleurs sur ce thème, se fera un plaisir de vous guider dans cette exposition. Ensuite, nous irons également, ou vous irez également au musée Maurice Denis, puisque j'ai confié à Fabienne Stahl, donc attachée de conservation au musée Maurice Denis, et qui nous avait fait elle aussi un très beau cycle de conférences, qui est une personne à la fois très compétente et très sympathique, un cycle de conférences cette année. Et donc, vous irez au musée Maurice Denis. Alors, quant aux autres cycles, il y a le cycle géopolitique et religion, dont je suis la responsable, qui m'a incité à proposer à Madame de Wailly d'organiser une visite au musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui se trouve par ailleurs dans un très bel hôtel particulier du Marais, qui est l'hôtel de Saint-Aignan, et qui est un très beau musée. Et évidemment la mosquée de Paris qui est tout sauf un repère de fondamentalistes, puisque c'est un lieu d'ouverture, de culture. J'aimais beaucoup l'ancien grand imam qui était aussi Hamza Boubacar, qui était une personne très très acquise, tunisien, totalement acquis à la laïcité, puisque vous savez que c'est un des pays arabes où la laïcité était constitutionnelle, et d'autre part une église. Alors j'avoue qu'on n'a pas encore choisi laquelle, il y en a 8 en shortlist, dans la mesure il faut quand même vérifier quelles ont été les visites dans des églises parisiennes proposées par le passé, sachant que l'an dernier, certains d'entre vous... Oui, j'ai rien fait. Ah oui, mais bon, j'y peux rien, c'est pas moi qui l'ai installé. Voilà, bon. Je vais essayer de ne pas bouger. Donc, voilà, je vais m'asseoir. Voilà. Non, mais c'est vrai que pour une fois où je n'ai pas de PowerPoint à projeter, c'est plus sympathique de bouger un peu. Et donc, l'an dernier, vous avez eu l'occasion, dans le cadre d'une promenade dans le Marais, de visiter Saint-Eustache. Donc déjà, ce ne sera pas Saint-Eustache. Donc, Madame de Wailly s'occupe de voir. Alors, nous avons, comme vous le voyez, un cycle Molière, puisqu'on célèbre le 400e anniversaire de la naissance de Molière. Et donc, on vous proposera une visite à l'exposition Molière, le jeu du vrai, enfin Madame de Wailly vous proposera une visite à l'exposition Molière, le jeu du vrai et du faux. Alors pour ma part, j'avoue que j'ai une petite prédilection pour l'autre exposition Molière qui est à l'Opéra sur Molière et la musique, mais le jeu du vrai et du faux a un avantage, c'est que cette exposition se tient dans les anciens locaux de la BAN, avant qu'elle ne déménage dans le 13e arrondissement et qu'elle ne devienne la BNF, donc dans les locaux de l'ancienne BN à Richelieu, qui ont été récemment, le chantier a duré longtemps, mais qui ont été remis en état. Donc ça sera aussi l'occasion de visiter ce bâtiment. Et je vais essayer d'avoir le concours pour cet aspect-là d'une de mes amies qui a participé très activement à cette rénovation. Alors, que dire encore? J'espère que un des responsables de cycle de sciences vous fasse visiter l'observatoire de Meudon. Vous allez comprendre pourquoi bientôt. Et aussi, pour l'archéologie, j'ai prévu, sous la houlette de
Monsieur Pascal Mongne, dont tout le monde a adoré la visite au musée des Arts Premiers, des collections d'Amérique au musée des Arts Premiers, de visiter les arènes de Lutèce. Et je vais demander à Philippe Marquis, qui nous a fait une conférence depuis Kaboul, mais qui, avant d'être détaché au ministère des Affaires étrangères, a été pendant des années, alors là je ne bouge pas, hein, donc a été archéologue à la ville de Paris, et donc qui vous guidera dans la crypte archéologique de Notre-Dame, qui est aussi un endroit tout à fait intéressant en matière d'archéologie. Alors, donc, nous allons, je pense, nous arrêter là pour les visites. En tout cas, vous serez informés en temps voulu de la procédure d'inscription, du prix des visites, etc., des dates. Mais ça vous donne un avant-goût de ce que nous proposons. Et c'est la preuve par 9 que nous n'avons pas supprimé ce volet de notre activité. Alors, pour le voyage lointain, compte tenu des normes sanitaires en vigueur en Asie, qui était très stricte. En plus, la Corée, c'est un pays où on ne rigole pas sur la transgression des normes. Donc, nous allons le reporter à cette année en espérant qu'il n'y aura pas encore une recrudescence de ce virus qui se calme l'été parce qu'apparemment, il préfère le froid à la chaleur. Mais ça, on ne peut pas prévoir. Donc, nous aurons cette année encore des séminaires. Alors, je ne vais pas vous les présenter par ordre alphabétique, mais par ordre de jours de la semaine où ils ont lieu. Ah, donc, pour les séminaires, je vais quand même bouger un petit peu, hein, pour les séminaires, nous avons très largement une reconduction des séminaires de l'an dernier avec les mêmes professeurs, mais bien sûr des programmes différents. Donc, vous pourrez encore vous réjouir d'entendre monsieur Jean-Jacques Velli avec ce séminaire d'histoire de la musique, mais également le séminaire de philosophie, le séminaire de quoi encore? Non, c'est plus la même personne. Le séminaire de philosophie, vous aurez l'avantage de m'entendre encore vous parler de géopolitique. Madame Solignac poursuivra son séminaire d'histoire. Bref, alors, mais il y a aussi des innovations, des nouveautés. Et puis des séminaires qui vont changer d'enseignants avec une sorte de permutation. Vous allez comprendre tout de suite ce dont il s'agit. Alors, un des changements concerne les sciences. Parce que vous avez eu par le passé des séminaires de sciences qui étaient orientés vers la physique. Et ces 2 dernières années, vous avez eu des séminaires de sciences qui étaient orientés vers la biologie et plus spécifiquement la génétique. Alors cette année, eh bien, vous aurez le choix entre les deux, hein, mais avec un séminaire sciences qui sera fractionné en 2 parties. D'une part, il y aura un séminaire de biologie. Séminaire de biologie qui sera encore cette année assuré par Egisto Boschetti et qui aura pour titre, je crois que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, expression génétique, vaccin, avec donc ces fameux vaccins à ARN messager, et application anti-cancer. Donc ce séminaire sera, alors monsieur, au départ, on avait dit on coupe 5-5, mais en fait, monsieur Boschetti estime qu'il aura besoin de 6 séances pour épuiser ce thème. Donc il y aura 6 séances qui auront lieu le lundi de 10h à 12h et qui seront situées qui se placeront entre début janvier et mi-février. Nous avons déjà les dates, je ne vais pas vous énumérer les dates de chacun des séminaires. Alors, vous aurez par ailleurs alors bien entendu, ce séminaire ne sera pas au même tarif, il sera un petit peu moins cher que les séminaires de 10 séances. Mais l'autre séminaire de sciences, et là je ne suis pas l'ordre des jours, mais nous les fixons aussi en fonction des contraintes des intervenants, surtout lorsque ce sont des gens qui sont encore en activité, sera assuré par Frédéric Daigne. Alors qui est Frédéric Daigne? C'est un polytechnicien qui a ensuite fait une thèse d'astrophysique à l'université d'Orsay, qui a été sous-directeur de l'Institut d'astrophysique de Paris et qui a accepté de venir faire 5 séances à Saint-Germain-en-Laye sous le titre « Introduction à l'astrophysique, observer et comprendre l'univers ».
Alors, idéalement, il aurait fallu que ce soit le lundi, mais en fait, il n'est pas libre le lundi. Donc, ce séminaire sera le jeudi matin et sera situé en fonction de son agenda très chargé, parce que c'est quelqu'un, évidemment, de très important dans le monde de l'astrophysique. Ce sera en mars et avril. Donc rassurez-vous, il n'y aura pas de chevauchement, d'autant que ce n'est pas le même jour. Donc vous pouvez très bien enchaîner les deux séminaires. Mais si vous avez un goût particulier pour la biologie, ne prendre que la biologie, ou une passion pour l'astrophysique au point d'avoir une lunette d'observation dans votre grenier, vous pouvez vous inscrire uniquement au séminaire d'astrophysique. Alors ensuite, le mardi, séminaire de géopolitique. Donc cette année, je parlerai du thème géopolitique et frontières. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être entendu parler du livre de Thomas Friedman, qui est économiste et qui disait « La Terre est plate » pour signifier qu'aujourd'hui on vivait avec la mondialisation et la multiplication des flux immatériels dans un monde sans frontières. Mais en même temps, et on le voit malheureusement avec l'actualité, il n'y a jamais eu autant de conflits frontaliers et de revendications territoriales. Donc j'aborderai ce thème des frontières, évidemment, à la fois sous l'angle de cette ambivalence des frontières, qui sont à la fois des fronts, pour parler comme le géopoliticien Michel Fouché, qui sont des fronts qui séparent, des limites séparatives, mais qui sont aussi des interfaces d'échange avec des coopérations transfrontalières, des flux transfrontaliers de travail. Les frontaliers de la Suisse savent ça très bien, ou de l'Allemagne, pour les Mosellans, mais aussi des interfaces d'échange à cause des différentiels de prix, sans parler, là il y a quelqu'un qui vient de se faire arrêter avec 300, j'ai une maison dans les Pyrénées, avec 300 cartouches de cigarettes qui rapportaient d'Andorre dans le coffre de sa voiture. Donc la contrebande, ou les trafics malheureusement d'êtres humains qui continuent encore aujourd'hui à sévir dans le monde. Donc je prendrai bien sûr des exemples dans les différents continents, aussi bien sur des problématiques de géopolitique des frontières comme les enclaves, avec l'enclave de Kaliningrad, il faut quand même parler de temps en temps des choses qui fâchent, ex-Königsberg. Alors j'ai une affection particulière pour Königsberg, puisque Kant, ce que tout le monde ignore, n'était pas philosophe. Au départ, il était professeur de géographie, il avait la chaire de géographie de l'université de Königsberg. Donc ça décomplexe un peu d'être géographe et de se faire parfois prendre de haut. Donc voilà. Alors c'est une géographie à l'ancienne, mais quand même, c'est intéressant. Et puis, les enclaves, mais aussi les partitions. Et je prendrai l'exemple de Chypre, puisque nous avons déjà abordé l'Irlande dans les précédentes années. Donc voilà, je ne vais pas détailler davantage. Donc géopolitique et frontières. Alors, vous aurez également le séminaire de philosophie, qui a lieu le mardi, mais les dates seront choisies de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de chevauchement. D'abord, ce n'est pas forcément le même public. Et puis, le professeur de philosophie souhaite ne pas commencer son cours avant la fin du mois de janvier, pour des raisons liées à son service, qui est plus lourd au premier semestre qu'au second. Donc, après le rire, cette année, elle interviendra sur le thème propagande. Sur le thème propagande, avec toutes sortes de choses sur l'information, la désinformation, la publicité, le slogan et évidemment toute la dimension simulacre et manipulation de la propagande. Donc voilà pour le séminaire de philosophie dont je n'ai pas encore les dates, mais je peux d'ores et déjà vous dire que ce sera 10 séances le mardi de 10h à 12h à partir de la fin du mois de janvier ou du tout début du mois de février. Alors, le mercredi de 10h à 12h, le séminaire d'histoire. Alors, si jamais je me trompe, nous avons au premier rang notre secrétaire générale infatigable, et je la remercie d'intervenir si jamais j'ai fait une erreur, et si jamais une erreur s'était glissée sur ces petits pense-bêtes que j'ai imprimés ce matin. Alors, le séminaire d'histoire, c'est celui, alors je ne comprends pas, c'est pas dans l'ordre,
Oui, oui, donc, oui, mais c'est... Voilà. Donc, l'histoire de l'art, pardon, aura lieu le mercredi. Vous voyez que j'ai besoin de mon joker. Aura lieu le mercredi matin. Ce sera 10 séances. La première séance sera le 19 octobre et la dernière séance le 24 mai. Donc un séminaire bien étalé sur toute l'année. Alors il y a des gens qui veulent des séminaires très rapprochés pour ne pas faire de le fil. Il y en a d'autres qui préfèrent des plus étalés. Donc je suis partie du principe qu'on ne peut pas contenter tout le monde et son père. Donc j'ai quand même fait en fonction des disponibilités des professeurs des séminaires. Alors ce séminaire a pour titre l'art dans tout, au cœur des collections du musée Maurice Denis. Donc ça vous permettra, les séances auront lieu bien sûr à l'auditorium de la bibliothèque multimédia que vous connaissez, mais 3 de ces séances auront lieu sur place au musée Maurice Denis. Ce qui n'est pas plus mal pour parler des œuvres, d'être en face des œuvres. Et donc Fabienne m'a envoyé une sorte de plan déjà du cours, et donc vous aborderez parmi les 3 séances qui se passeront au musée, il y aura les décors des nabis, le renouveau du vitrail, à l'appui duquel nous irons à Chartres, et aussi Femmes et matière, lumière sur la sculpture. Effectivement, je ne sais pas si vous connaissez le jardin du musée Maurice Denis, le jardin du Prieuré. Il y a des sculptures tout à fait extraordinaires. Et donc, il y aura, je ne vais pas vous énumérer toutes les séances, mais voilà pour ce séminaire d'histoire de l'art, à la fois ancré dans le local, mais abordant aussi évidemment des problématiques très générales de l'art à cette époque. Alors, une nouveauté, le mercredi, le séminaire d'archéologie. Le séminaire d'archéologie, nous avions jusqu'à maintenant un séminaire d'archéologie en collaboration avec le musée d'archéologie nationale, dirigé par Huller Munton, qui n'était pas issu du monde des conservateurs de musées, mais qui était agrégé d'histoire et qui avait des relations très proches avec l'université libre, et qui par ailleurs considérait que, bien qu'étant à la tête d'un musée national, avait un devoir d'insertion dans la vie locale. Et donc ce séminaire consistait à des visites de salles du musée sous la houlette de conservateurs. Il s'est un peu usé parce que c'était tous les ans les mêmes conservateurs et la visite des mêmes salles, donc peu à peu il s'est amenuisé. Donc la nouvelle directrice du musée nous a proposé l'an dernier un séminaire qui devait être au départ de 5 séances, puis qui a été réduit à 3, alors je ne dis pas pour le remboursement des sommes trop versées, etc. Et sur les 3, il y a finalement une des conservateurs qui a été indisponible, donc ça a été 2 séminaires, d'où un séminaire qui en plus était très technique, la numérisation des collections, et j'ai oublié l'autre. Donc en fait, par ailleurs, le MAN souhaite que nous signions une convention cadre avec le ministère de la Culture pour continuer à collaborer avec nous. Renseignements pris, ils ont la même exigence vis-à-vis des amis du Vieux Saint-Germain. Donc, moi, il ne m'appartient pas d'en décider, il ne m'appartient pas de trancher, ce sera donc abordé à notre prochain conseil d'administration. En attendant, je trouvais qu'il était dommage de se priver d'un séminaire d'archéologie. Or, l'an dernier, après le départ de Madame Loiseau, Fabienne Stahl devait assurer le séminaire d'histoire de l'art, mais comme c'était la réouverture du musée, finalement, elle n'était pas disponible. Donc j'ai demandé en catastrophe à Pascal Mongne d'assurer ce séminaire d'histoire de l'art qui était axé vers l'art précolombien et qui semble avoir donné toute satisfaction aux gens qui y ont assisté. Et donc, ils m'ont dit « Ah là là, il faut qu'ils reviennent, il faut qu'ils reviennent ». Donc, ça m'a mis dans l'embarras parce que Fabienne, c'était qu'un report, son séminaire d'histoire de l'art. Mais Pascal Mongne, en réalité, s'il a parlé de l'art précolombien, c'est parce que c'est un archéologue, de fait, archéologue spécialiste d'archéologie précolombienne, mais archéologue tout court. Et donc, c'est lui qui, cette année, vous proposera un cycle d'archéologie de 10 séances. Donc, on revient à un format identique pour l'archéologie que pour les autres séminaires. Donc un séminaire d'archéologie intitulé « L'archéologie, une science et une image ». Alors,
Son petit descriptif commence par « Qui n'a pas rêvé devant son écran face aux merveilles antiques découvertes par Indiana Jones ? Qui n'a pas frissonné à la lecture des récits de Jeanne Dieulafoy, l'intrépide exploratrice archéologue menaçant de son revolver des pillards persans bien trop intéressés par les ballots qu'elle gardait ? Qui n'a pas souhaité participer à un moment de sa vie à une découverte archéologique ? Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont, comme moi, dans leur jeunesse, participé à des chantiers archéologiques. Et donc, il nous propose à la fois une présentation et une histoire de l'archéologie, mais également un panorama des missions archéologiques françaises dans le monde, parce qu'aujourd'hui, les missions archéologiques sont devenues un instrument de soft power tout à fait important. Le thème également, trouvailles, pillages et destruction, ce qui renvoie aussi à la question de la restitution des œuvres au pays d'origine, qui est un grand débat à l'heure actuelle qui partage l'opinion, mais surtout les professionnels. Et puis, il terminera par la caricature positive ou négative de l'archéologie auprès du grand public. Donc je pense que c'est un cycle extrêmement complet, avec quelqu'un d'extrêmement compétent que je compte bien embaucher pour guider donc une visite ou deux archéologique. Alors ensuite, non, ça c'est pas ça. Alors voilà pour les séminaires, j'espère que je n'en ai pas oublié. Le séminaire d'histoire, mais vous m'avez dit non, c'est histoire de l'art. Oui, je sais, mais je n'ai pas le séminaire d'histoire, il n'a pas été imprimé. Alors le séminaire d'histoire, de toute façon, vous le connaissez, hein, parce que c'est quelque chose qui se perpétue d'année en année. Hein. Il est assuré par Madame Solignac, qui est quelqu'un d'une très grande, alors attendez, je ne me trompe pas, non, je ne l'ai pas, d'une très grande faconde et en même temps extrêmement compétente. Donc c'est un séminaire, au fond, auquel les participants sont conviés à participer à des recherches en même temps que... non, c'est la biologie, non, je n'ai pas l'histoire. Hein, en même temps que... en même temps... Bah si. Bah oui, non, mais attendez, elle m'a tout mélangé, là. Donc, le séminaire d'histoire que j'ai retrouvé parce qu'il était intercalé dans les ateliers, le séminaire d'histoire qui a pour thème la famille et l'éducation au siècle de la Renaissance et de la Réforme, qui est donc dans la continuité de ce qui avait été le thème du séminaire de l'an dernier, mais sur la période suivante. Et donc, ce descriptif nous informe qu'on étudiera dans ce séminaire la transformation du modèle familial dans le contexte historique général et bien sûr le rôle, l'évolution des rapports à l'intérieur de la famille, notamment la place des femmes dans l'éducation des enfants, le rôle de la famille, le rôle éducatif, etc. Alors, comme je vous le disais, ce séminaire très interactif sera à la fois l'occasion pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, ça n'a rien d'obligatoire, de participer à des recherches, notamment en matière d'archives, sur un thème qui n'est pas l'éducation, mais qui est, je crois, la villégiature. Saint-Germain-en-Laye, ville de villégiature, puisque ces villes, qui n'étaient pas très loin de Paris, étaient des villes où la bourgeoisie parisienne venait s'aérer. Et donc, par ailleurs, ce séminaire a quand même une particularité digne d'être mentionnée, justement parce qu'il y a des chevauchements inévitables pour certaines dates, et aussi parce que certains vieux adhérents partis en retraite à l'autre bout de la France étaient très peinés de ne plus pouvoir suivre ce séminaire. Ce séminaire est disponible aussi à distance, c'est-à-dire vous pouvez le suivre en présentiel, dans les locaux de Vera, mais si vous-même aussi vous êtes en voyage, vous ne manquerez pas une séance puisque le séminaire est également dispensé en distanciel, c'est-à-dire que les séances sont enregistrées. Alors, beaucoup de gens m'ont demandé, en ce qui me concerne, mais c'est vrai aussi pour d'autres, le séminaire de géopolitique, ce serait bien qu'il soit retransmis. Alors, pour les séminaires qui ont lieu sous la bibliothèque, dans le Jardin des Arts, il est absolument impossible
de procéder ainsi parce que nous n'avons pas de connexion Internet. On peut projeter des PowerPoint. C'est bien parce que c'est plus grand que Vera, il n'y a pas plein de monde qui passe pendant le séminaire. Mais par contre, on a ce handicap majeur de ne pas pouvoir les faire en même temps, en distanciel et en présentiel, simultanément. Et puis, le séminaire de musicologie qui a lieu le vendredi. Séminaire de musicologie où Jean-Jacques Velli, qui a... comment dire, c'est fidèle, cette année vous propose un nouveau programme. Alors ce séminaire n'a pas lieu ni à Vera ni à la médiathèque, il a lieu au conservatoire, donc, qui se trouve vers la rue de Mareil et la rue derrière, là, près de la Clé en fait, pour les vieux Saint-Germanois dans les anciens locaux de la MJC de Saint-Germain-en-Laye. Donc ce séminaire consistera à étudier 5 œuvres musicales importantes qui appartiennent à une époque d'émergence des écoles nationales de musique, par exemple l'école russe ou autre, de pays différents, donc avec parmi les œuvres musicales que vous étudierez, vous aurez les Gurelieder de Schoenberg, le Festin de l'araignée d'Albert Roussel, les Planètes de Gustav Holst, Béla Bartók, évidemment, le concerto pour orchestre, ou encore la symphonie numéro 3 d'Honegger. Et puis, à cette analyse de 5 œuvres, s'ajoutera ou s'intercalera une présentation de 5 compositeurs, présentation de leur œuvre et de leur esthétique. Vincent d'Indy, qui est surtout resté dans l'histoire de la musique comme folkloriste, en réalité, il a beaucoup recueilli d'air populaire, etc. 2 dames, Cécile Cheminade et Marguerite Canal, qui sont des compositrices à une époque où il n'y en avait pas beaucoup. Des chefs d'orchestre, il n'y en avait pas du tout. Des chefs d'orchestre femmes, c'est très récent en fait, qu'il y ait des femmes chefs d'orchestre. Manuel de Falla, donc là aussi on est bien sur ce thème des écoles nationales. Lily et Nadia Boulanger, grande pianiste mais également compositrice. Et puis Olivier Messiaen, avec ses superbes œuvres contemporaines, avec une partie liturgique, mais aussi une partie profane. Donc un très beau séminaire de musique, voilà. Alors, outre les séminaires, nous avons des ateliers. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris l'initiative de débaptiser l'année dernière le séminaire de peinture en atelier de peinture? Eh bien, tout simplement parce que je pense qu'un séminaire, on est là pour partager du savoir. Alors que la peinture, ce n'est pas un partage d'un savoir, ce n'est pas de l'histoire de l'art, c'est un partage d'un savoir-faire avec une production. Alors, j'allais dire, pour parler comme au CNRS, c'est une activité qui débouche. Alors là, c'est resté séminaire. Secrétariat de changer un peu. Donc un atelier de peinture, toujours assuré par Yves Denis. Yves Denis, qui est à la fois un ancien élève des Beaux-Arts de Paris, professeur d'art dans un certain nombre d'écoles tout à fait prestigieuses, mais aussi lui-même artiste peintre. Alors cet atelier a connu une érosion de ses effectifs qui ne met absolument pas en cause ni la compétence du professeur, ni l'ambiance du séminaire, de l'atelier. Simplement, un certain nombre de personnes, pour des raisons de santé, ont mis entre parenthèses l'an dernier leur inscription et vont revenir. Néanmoins, je trouve que ce séminaire n'a pas le succès qu'il mérite. Alors, plusieurs raisons à ça. Je dirais que la première, c'est sa localisation. Il a lieu à la Soucoupe. Alors rassurez-vous, le Bel Air n'est pas un coupe-gorge, vous y êtes tout à fait en sécurité. Non, parce qu'au forum des associations, j'ai quand même entendu des remarques assez étonnantes. Avantage comparatif, en revanche, il y a un parking gratuit. Alors vous savez que pour les séminaires à Vera ou dans le Jardin des Arts, si vous venez en voiture, c'est un peu compliqué. Donc vous avez un parking gratuit juste devant la Soucoupe. Et troisième chose qui peut peut-être vous rebuter en quelque sorte, c'est le prix, puisqu'alors que la plupart de nos séminaires sont à 70 €, cet atelier vaut
300 €. Alors sachez quand même qu'alors que les séances des autres séminaires sont de 2 heures, les séances de l'atelier de peinture sont de 3 heures, parce que le temps d'installer son chevalet, de préparer sa palette, etc., ça prend du temps. Donc 2 heures, il ne resterait plus rien pour peindre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce n'est pas un séminaire de 10 séances, à la différence des autres séminaires, mais un séminaire de 20 séances. Donc, vous divisez les 300 € par les 60 heures, 20 séances de 3 heures, même si vous n'êtes pas des cracks en calcul mental, vous voyez que ça fait quand même 5 € la séance. Alors, compte tenu du curriculum... Pardon ? L'heure, pardon, 5 € l'heure, oui, là c'est déjà, ce serait... Donc 5 € l'heure, alors je vais faire un peu, comme vous savez, la publicité des organes de grande distribution. Si vous pouvez trouver moins cher, on vous rembourse la différence. Et là, c'est pas parce que c'est un séminaire au rabais, c'est un atelier au rabais, vous avez vu quelle est la légitimité d'Yves Denis, qui est vraiment quelqu'un de tout à fait compétent et tout à fait pédagogue. Donc je tenais à le dire parce que via des retours informels au forum ou comme ça, la localisation, le prix peut sembler dissuasif alors qu'il n'en est rien. Voilà. Alors voilà pour l'atelier de peinture, sachant que l'année dernière, je crois que c'était le thème des couleurs encore, et cette année, le thème de cet atelier sera figure humaine. Alors bien entendu, comme il y a une production, puisque les inscrits à cet atelier produisent des œuvres, elles font l'objet, une fois tous les 2 ans, d'une exposition. Bon, on n'a pas encore vraiment décidé, mais comme le Covid a fait que cette exposition n'a pas eu lieu alors qu'elle l'aurait dû, je pense que cette année, nous allons renouer avec cette exposition. Alors, il y a une autre chose qui est un peu dissuasive, c'est maintenant, je pense que c'est très bien d'avoir changé séminaire en atelier, mais c'est un atelier de peinture. Alors ça aussi, ça peut, je dirais, dissuader des gens. Et je tiens à dire que par peinture, ça implique le professeur qui guide et qui conseille sur le plan technique et sur le plan esthétique ses élèves, évidemment, est aussi tout à fait compétent pour encadrer du fusain, de la sanguine, du pastel. Donc si vous n'avez pas envie de peindre et que vous avez envie de faire du fusain, vous pouvez parfaitement vous inscrire à l'atelier de peinture en faisant autre chose que de la peinture. Quant à la peinture, ce n'est pas seulement de l'huile, c'est aussi de l'acrylique, mais c'est aussi de la gouache, c'est aussi de l'aquarelle. Donc là aussi, je pense que la dénomination, non pas mensongère, mais trompeuse et surtout réductrice, ne doit pas vous dire « Oh, je vais faire peinture à l'huile, moi c'est pas mon truc, je fais de l'aquarelle, je veux pouvoir... » C'est plus léger, quand on part en vacances pour peindre les paysages qu'on visite, c'est moins encombrant qu'avoir à avoir sa toile et son chevalet. Donc voilà pour l'atelier de peinture, donc, qui aura pour thème la figure humaine. Alors pourquoi la figure humaine et pas le portrait? Eh bien, parce que le portrait, ça a une connotation très académique. Et là, le professeur, dans son descriptif, explique qu'il est aussi ouvert à des formes plus modernistes où le portrait n'aura pas pour but, puisque vous savez qu'il y a eu un tournant dans l'histoire du portrait avec l'invention de la photographie. C'est-à-dire que le portrait n'a plus aujourd'hui pour objectif premier d'être une reproduction fidèle d'un visage. Mais si vous avez envie de faire le portrait fidèle de votre petit-fils ou de votre petite-fille, vous pouvez. Mais vous pouvez aussi faire des portraits complètement modernes, abstraits, tout ce que vous voulez. Donc, figure humaine, c'est plus général, je vais dire, que portrait. Donc, il y en aura pour tous les goûts et toutes les sensibilités esthétiques. Donc, voilà pour l'atelier de peinture. Alors, nous allons poursuivre cette année l'atelier d'écriture qui a été ouvert l'an dernier et qui a rencontré un grand succès puisqu'il y a 20 inscrits. C'est presque trop d'ailleurs, d'après le professeur, parce que c'est évidemment difficile de faire travailler ensemble 20 personnes. Alors, de même qu'il y a la perspective d'une exposition des œuvres de l'atelier de peinture, le professeur qui assure cet atelier d'écriture, qui est Madame Marmonnier, qui est une normalienne, donc de l'école normale supérieure et qui était prof de prépa, prof de Cagne au lycée La Canale de Sceaux, qui est un lycée qui n'est pas dans les
tout premier en termes de gens qui intègrent, mais qui est quand même un très bon lycée. Bon, bah, comme tous les profs de prépa, elle aime bien les concours. Hein. Donc, on va se présenter au concours Plume de l'UFUTA, présenter les œuvres des personnes qui participent à cet atelier d'écriture. Et je dois dire que, bien entendu, les personnes de cette année qui souhaitent se réinscrire et qui s'inquiétaient si jamais il n'y avait plus de place, on leur a mis de côté des places. Et par ailleurs, voilà ce que je peux dire pour cet atelier d'écriture qui se tiendra à l'espace Vera, hein, dans nos locaux, au premier étage de l'espace Vera. Alors, c'est quel jour? Bonne question. C'est le jeudi de 10h à 12h, l'atelier d'écriture. Les retours que j'ai pu avoir, même quand je ne les sollicite pas, j'en ai. Donc, les retours que j'ai pu avoir sont extrêmement positifs. Les gens aiment bien. Et le professeur est ravi aussi de faire ça. C'est quelqu'un qui, avant de rentrer en France comme prof de prépa, a enseigné un certain nombre d'années au Canada. Alors, je ne sais plus si elle est à l'UQAM, l'Université du Québec, à Montréal ou à Laval. En tout cas, une des deux grandes universités francophones du Canada. Et vous savez qu'en Amérique du Nord, les ateliers d'écriture et autres, c'est quelque chose de complètement intégré hein, dans les cursus universitaires. Donc, elle a l'habitude. Alors, je ne sais pas si je vous avais dit que l'atelier de peinture était le jeudi, de 9h à 12h. Hein. J'ai dit que c'était la soucoupe, le jeudi de 9h à 12h. Et l'atelier d'écriture, le jeudi de 10h à 12h, mais pas forcément aux mêmes dates. Et puis, une innovation cette année, l'atelier cinéma. Un atelier cinéma qui est à la fois axé sur un apprentissage un peu technique, hein, des bases techniques. Bon, vous préparera pas à vous présenter votre prochain film au Festival de Cannes. Hein. Néanmoins, il y aura un module image, un module son et un module montage, avec bien sûr au départ une présentation des différents genres de documentaires, à partir d'extraits d'Agnès Varda, de Jonathan Cahouette, etc. Donc à la fois les documentaires témoignages, les documentaires interactifs et autres. Et puis surtout, de même que l'atelier d'écriture a pour but de produire des textes, l'atelier de peinture de produire des tableaux, cet atelier débouchera sur la réalisation collective d'un court-métrage qui sera la façon pour l'Université libre de s'associer au centenaire du Bol d'Or et qui donc reposera sur à la fois des archives, hein, archives de presse qui ont déjà été rassemblées par Madame Solignac, parce qu'il y aura un petit lien avec l'atelier d'histoire, mais aussi par Madame Bourillon pour les archives, pour le Vieux Saint-Germain, qui m'a dit qu'il y avait des choses, qu'il n'y avait rien aux archives municipales, mais qu'il y avait des choses aux archives départementales des Yvelines. Et puis, bien sûr, des témoignages. Alors, vous allez me dire, hein, le Bol d'Or, centenaire, 1923, il n'y a plus beaucoup de survivants, où ils étaient vraiment bébés, hein, quand le Bol d'Or a commencé. Mais le Bol d'Or a duré jusqu'aux années 1960, hein, à Saint-Germain. Après, il est parti au Mans, après, il a bougé. Et donc, si parmi vous, vous avez des gens qui sont des témoins, qui se souviennent avoir assisté au Bol d'Or dans leur enfance, qui ont des souvenirs d'enfance ou de jeunesse, merci de nous le signaler, puisqu'il y aura tout un travail, bien sûr, d'interview, mais aussi d'interview de personnes, d'acteurs de cette commémoration. Donc le film sera évidemment projeté fin mai, dans le cadre de la célébration par la ville. Donc à vos caméras. Alors le seul petit souci, c'est que je trouve que Vera, c'est pas hyper idéal pour un atelier de cinéma. Le dessous de la médiathèque encore moins, donc j'espère que nous pourrons avoir une des salles de la mairie qui est extrêmement bien équipée et qui se prêterait tout à fait à cet atelier de cinéma. Donc je ne peux pas encore être très affirmative pour le lieu, mais je pense que cet atelier se déroulera, les dates ne sont pas encore fixées, entre le début de l'année pour les séances un peu, pas théoriques, mais pratiques, et puis un grand blanc, le temps que les gens trouvent les documents, recueillent les témoignages, etc. Et puis une deuxième phase qui sera celle de la mise en commun des idées, de la rédaction de la trame scénaristique et du montage. Voilà. Donc voilà pour cette innovation
qui est l'atelier cinéma, qui est confié à une jeune cinéaste qui a eu récemment le prix Talent du Centre national de la cinématographie. Et je dois l'avouer, mais n'y voyez aucun népotisme, il s'agit de Camille Dumortier, qui est la plus jeune de mes 4 enfants et qui est cinéaste. Voilà, donc voilà pour les ateliers. Et je pense que nous avons une offre variée, peut-être un peu d'une certaine façon surabondante parce que vous ne pouvez pas tous les matins aller à un atelier de l'Université libre et j'espère que vous ne serez pas soumis à des choix trop cornéliens. Vous avez le temps évidemment de réfléchir à quel atelier vous allez vous inscrire. La plupart des séminaires sont à 70 €, sont passés de 65 à 70 €. On suit l'inflation en quelque sorte. Le séminaire d'histoire et le séminaire de peinture, eux en revanche, restent au même tarif. Donc Isabelle, contredisez-moi si je dis une bêtise, c'est 180 € pour l'histoire. Donc, et comme je vous l'ai dit, 300 pour la peinture. Les séminaires de sciences seront évidemment respectivement à 45 € pour la biologie, pour les 6 séances, et à 40 € pour l'astrophysique. Alors, bien entendu, pour des questions évidentes de rentabilité, là je parle sous le contrôle de notre trésorière, Geneviève Langlois, qui gère d'une main de maître les finances de l'Université libre, il y a quand même un seuil minimal, c'est-à-dire que nous n'envisageons pas d'ouvrir des séminaires auxquels il y aurait moins de 20 inscrits. Bon, il y en a qui dépassent largement cette barre, il y en a d'autres qui sont légèrement en dessous. Et je dois signaler la très belle remontée du séminaire d'histoire et remercier Madame Solignac d'avoir vraiment remué beaucoup et d'avoir mis en place ce replay. Et donc, les séminaires, 40 €, donc pour les 5 séances, 45 pour les 6 séances, ce qui, là encore, fait un tarif défiant toute concurrence. Oui, alors, oui, tout à fait. Pour la peinture comme pour l'histoire, vous avez la possibilité de régler votre inscription en 2 chèques. Alors, je vous rappelle que pour l'inscription à l'Université libre, qui vous permet de suivre toutes nos conférences, de participer à toutes nos visites et de nous inscrire au séminaire. Le tarif là reste inchangé, 85 € pour les gens de Saint-Germain et de Fourqueux, puisqu'aujourd'hui c'est presque la même chose, mais aussi de Chambourcy, puisque nous bénéficions d'une aide de la commune de Chambourcy qui nous a renouvelé sa subvention malgré un véritable effondrement de la fréquentation par les habitants de Chambourcy. Donc on compte sur vous, Annie, qui est membre, donc, qui est une de vos représentantes au conseil d'administration, pour nous faire de la pub à Chambourcy, Orgeval aussi, où on n'a pas grand monde, alors que c'est quand même tout près. Et donc, je remercie aussi tous les bénévoles qui sont prêts à diffuser ultérieurement nos brochures et nos informations dans leurs communes de résidence respectives. Alors, je sais qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est... comment dire, qui s'est assuré au PEC d'une diffusion de notre information, parce qu'on est souvent très surpris de constater qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'on existe. Donc, c'est vrai que je pense que le bouche-oreille, c'est quelque chose de très important. Donc maintenant, nous allons passer au cycle de conférences. Alors, ils ne sont pas tous totalement finalisés, parce que notamment pour les universitaires en exercice, c'est la saison des piles de centaines de copies à corriger, surtout s'ils ont des premières et des deuxièmes années. C'est la saison où on n'a pas encore son emploi du temps de l'année suivante, donc on a encore quelques incertitudes sur les dates. Par contre, nous avons évidemment des garanties sur leur acceptation définitive en tant que personne pressentie. Alors, je vais commencer peut-être par le cycle, je ne vais pas suivre l'ordre de la fiche, par le cycle Les artistes femmes, qui est l'intitulé exact Les artistes femmes du cycle, qui sera coordonné par Fabienne Stahl, donc je ne vais pas la représenter puisque j'en ai déjà parlé. Donc Fabienne Stahl, alors pourquoi? Parce que nous avons au CA voté, il y a maintenant 3 ans, le principe d'une alternance entre un cycle de musique et musicologie et un cycle
art plastique. Donc on alterne le son et l'image. Donc cette année, vous avez eu le cycle de Debussy. L'an prochain, vous aurez un cycle sur les artistes femmes. Alors les artistes femmes, évidemment, une conférence sur Rosa Bonheur, j'ai oublié de le dire, avec bien sûr une visite de l'exposition Rosa Bonheur à l'appui de cette conférence, mais aussi des choses sur l'exemple d'un couple moderne d'artistes. Alors ce ne sera pas Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely, hein. Ce sera Georgia O'Keeffe et Alfred Stieglitz, hein. Alfred Stieglitz qui lui était photographe en fait, hein. Ou encore donc Être femme dans l'univers du vitrail au XXe et XXIe siècle, d'où la visite à Chartres. Berthe Morisot, excellent peintre impressionniste, hein, qui a très bien peint ses enfants, qui a fait de très beaux autoportraits, etc. Et Femme à l'œuvre chez les Nabis, parce que c'est quand même Fabienne Stahl et le musée Maurice Denis, donc il ne faut pas oublier les Nabis. Donc voilà, alors il y a une conférence qui était prévue sur les femmes photographes, qui a été annulée hier soir parce que la personne finalement a dit qu'elle ne serait pas disponible. Donc c'est en attente pour la 7e conférence du cycle, mais ça va se régler très vite. Alors, autre cycle dont je suis personnellement très fière, et je peux en dire du bien puisque j'en suis pas la responsable, c'est le cycle sur Molière. Hein, nous allons nous associer à la commémoration donc, de ce quadricentenaire de Molière en lien avec le théâtre Alexandre Dumas. Donc là aussi, vous voyez qu'on s'entend bien hein, avec les autres associations. Moi, j'ai beaucoup d'amitié pour Gilbert Devaux, le directeur du théâtre Alexandre Dumas, mais qui gère aussi la salle Tati. Et donc, pour le planning des salles, pour nous, c'est très très bien, puisque toutes ces salles hein, sont mises à notre disposition par la ville. Alors donc l'idée de ce cycle, qui est en partenariat complet avec le théâtre Alexandre Dumas, c'est non pas de parler uniquement autour de Molière de façon très littéraire, donc c'est un cycle qui remplacera en quelque sorte, enfin, qui succédera au cycle sur la bande dessinée, qui était peut-être un petit peu trop en dehors des sentiers battus. Bon, il y a eu du monde. Les gens qui sont venus étaient absolument passionnés, sont venus à toutes les séances. Il y en a d'autres que ça n'a pas forcément passionné. En tout cas, la Molière, on fait dans le classique, hein, sur le thème 400 ans et toujours jeune, avec comme conférence inaugurale une conférence par Vincent Tavernier, qui est metteur en scène, et dont une pièce va être jouée au théâtre Alexandre Dumas, donc qui va nous parler autour du théâtre d'Alexandre Dumas avec un regard de metteur en scène. Hein. La seconde conférence, évidemment, qui renvoie essentiellement à Tartuffe, sera sur Molière et les dévots, hein, puisque Molière n'est pas forcément quelqu'un qui attaque la religion, mais c'est quelqu'un qui attaque l'hypocrisie religieuse, qui attaque aussi ce clan des dévots qui entoure le roi et qui l'a très mal conseillé, puisque ça aboutit à la révocation de l'édit de Nantes, qui n'a pas été quand même le geste le plus intelligent de la monarchie française. Et donc, Jérôme Prigent, qui est professeur de philosophie, agrégé de philosophie, nous parlera de Molière et les dévots. Alors ensuite, comme l'an dernier, je crois que beaucoup de gens ont bien aimé la conférence sur Dior, parce qu'il y avait cette vieille dame qui avait été elle-même couturière dans les ateliers de Dior. Je crois que c'est bien pour les conférences d'inviter des gens un petit peu atypiques. Donc la troisième conférence sera une conférence spectacle sur musique et danse dans le théâtre de Molière, avec Hubert Hasbrouck, qui est chorégraphe et qui est un spécialiste des danses baroques. Alors j'avais dans l'idée d'inviter Béatrice Massin, qui est la fille de Brigitte Massin, cette immense musicologue, hein, et qui finalement m'a dit être trop occupée. Alors, pendamment d'une fille qui fait du cinéma, j'ai un fils qui est violoniste et qui vit en Suisse, qui s'occupe de la production de la Haute École de musique de Genève, et qui m'avait dit « Ah, j'ai invité une bonne femme formidable, Béatrice Massin, pour mon département, musique et mouvement, etc. » Alors évidemment, en une journée à Genève, on lui paye l'aller-retour et l'hôtel. Elle gagne 10 fois plus que ce que nous pouvons lui proposer. Alors je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, elle a décliné, même si elle a été fort aimable. Et donc je suis ravie que Hubert Hasbrouck, qui lui aussi est un chercheur en danse baroque, vienne nous faire cette conférence spectacle, accompagné de Mathieu Franchin. Mathieu Franchin, c'est quelqu'un qui a un double profil de musicien et de musicologue, puisqu'il est à la fois claveciniste,
du CNSM de Lyon, hein, qui est l'équivalent donc du CNSM de Paris à la Porte de la Villette, et qui par ailleurs est musicologue puisqu'il a une thèse de musicologie toujours sur le baroque et sur musique et théâtre en fait à l'université Paris-Sorbonne. Donc voilà, alors mon seul problème pour le moment va être, donc cette conférence aura lieu au TAD, hein, de même que la première conférence, hein, celle de Vincent Tavernier. Mon seul problème pour le moment, c'est de savoir comment je vais faire, comment je vais m'organiser pour le clavecin. Donc je vais aller voir Gilles Dulon, que j'aime beaucoup, et lui dire voilà, il me faudra un clavecin, et aller voir les gens de la ville pour le transporter. Alors j'avais pensé aussi à l'accord, mais comment dire, Mathieu Franchin m'a dit non, l'accord, je peux l'accorder moi-même. Donc c'est très bien, il est moins tatillon que d'autres clavecinistes. Alors ensuite, nous aurons quelque chose qui me semble important, qui est une conférence de Laura Asselet, qui est docteur en histoire en art du spectacle, et qui va nous faire une conférence sur Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, puisque c'est le fils d'un tapissier, hein, du Marais, donc itinéraire du Marais à Saint-Germain-en-Laye. Ce n'est pas un tapissier, n'importe quel tapissier, puisqu'il était fournisseur du roi, hein, à une époque où les fauteuils étaient quand même assez luxueusement recouverts. Ensuite, notre professeur, notre animatrice de l'atelier d'histoire de l'art, d'écriture, pardon, je commence à être fatiguée, de notre atelier d'écriture, nous fera une conférence sur Molière ou l'invention de la comédie moderne, parce qu'effectivement, Molière, c'est quand même le passage de la farce à la comédie, hein. Et puis, dernière conférence... Bon, il y a encore 2 autres conférences de ce cycle. Une sur Molière et la musique, autour évidemment de ses relations parfois houleuses avec Lully, mais aussi, on l'oublie, avec Marc-Antoine Charpentier, hein, qui est très connu pour sa fameuse messe de Noël, mais qui a aussi fait des musiques de scène de Lully, puisque très souvent on représente aujourd'hui les pièces de Molière sans les intermèdes musicaux. Mais il y en a pendant le bourgeois gentilhomme, les intermèdes sur le grand Mamamouchi, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. D'autre part, la dernière conférence sera sur les femmes dans l'œuvre de Molière, à travers 3 pièces de Molière par Marie-Laure Bazuyot, qui est prof de la section de théâtre au lycée Montaigne à Paris, qui a une section de théâtre et qui a écrit un ouvrage sur ce thème. Donc un très beau cycle Molière, à mon avis, très complet, et qui donne des éclairages complètement transversaux sur Molière. Alors, autre cycle qui, à mon sens, devrait aussi... si j'ose dire, déplacer les foules, hein, c'est le cycle de sciences. Alors, je tiens à insister sur ce cycle de sciences parce que nous sommes parmi les rares universités de ce type à ne pas offrir que de la littérature et voire des sciences sociales, et surtout de l'histoire de l'art, hein. Et je pense que ce cycle de sciences, c'est quelque chose d'important. Donc nous avons eu l'an dernier Monsieur Lehmann, qui a fait un cycle avec des personnalités, qui a été responsable d'un cycle de physique, hein, très orienté vers la physique, avec des personnalités de premier plan, hein, du monde français de la recherche. Mais vous allez voir que cette année, nous avons aussi un cycle d'excellente qualité. Alors, certains d'entre vous ont peut-être suivi la conférence du professeur Jean-Marc Cavaillon, qui est intervenu dans le cycle sur, j'ai oublié quoi, et donc qui cette année a accepté la responsabilité de ce cycle, dont il présentera la conférence inaugurale sur le thème septicémie, des fièvres puerpérales au sepsis 3.0. Il faut savoir qu'il y a 30 000 décès en France par an liés à des septicémies, sans parler des amputations et autres, avec très souvent à l'origine des erreurs de diagnostic. Et donc, il viendra assister d'un témoin qui est Madame Jamila Edjal, qui est présidente de France Sepsis, association qu'elle a fondée suite au décès de son fils de 8 ans, qui avait une appendicite qui n'a pas été détectée, qui a terminé en péritonite et qui est mort d'un arrêt cardiaque peu de temps après. Et donc c'est une dame qui est attachée parlementaire et qui fait beaucoup pour
une formation plus précise, hein, à la détection de ces malades, de ces états infectieux. Alors ensuite, Jean-Yves Blais nous parlera des progrès dans le traitement des cancers, et puis professeur de rhumatologie, des révolutions thérapeutiques en rhumatologie. Donc vous voyez que ce cycle, Jean-Marc Cavaillon l'a axé vraiment sur les progrès, hein, de la médecine. Ensuite, par une ancienne élève de l'ENS, j'allais dire presque qui a mal tourné, puisqu'Afra a fait des études de médecine, elle est psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, elle fait beaucoup de recherches, et elle nous parlera d'un thème que je trouve très important, qui est stress et troubles comportementaux, parce que c'est aussi un peu la maladie du siècle, hein, le stress. Puis, autre thème dont on parle beaucoup, le microbiote. Hein, vous savez que notre cerveau dépendrait de notre microbiote intestinal, par le professeur Gérard Eberle, qui nous parlera de microbiote, immunité et cerveau. Hein. Enfin, on terminera avec les leçons du Covid-19, où le professeur Arnaud Fontanet, que vous avez dû entendre forcément dans les médias, et qui était un des conseillers du gouvernement, hein, sur la question du Covid, qui nous parlera des leçons du Covid, donc un cycle qui là aussi me paraît de très bonne qualité par la stature des intervenants. Alors, ensuite, justement à cause du report du voyage en Corée, et parce qu'un certain nombre d'adhérents ont dit « Ah, c'est dommage, il y avait le Japon et la Corée, mais la Chine alors ?» Donc, il y aura l'Asie orientale, le retour. Alors, je sais bien qu'il y a eu un cycle sur la Chine, mais là, ça va être l'Asie orientale, mais essentiellement sous l'angle de la façon dont les gens habitent, notamment l'urbanisation galopante, hein, de ces villes d'Asie orientale qui comptent des dizaines de millions d'habitants, sans pour autant être forcément des métropoles. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas beaucoup de fonctions de commandement pour certaines d'entre elles, mais elles accueillent des masses d'habitants. Et donc avec un élargissement à la Chine et au Vietnam. Hein. Donc vous aurez une conférence, la conférence inaugurale sera donnée par Pierre-Emmanuel Roux, qui a accepté cette année encore d'être responsable du SIC, ce qui est très bien de sa part parce qu'il est en train de finir son HDR. Par ailleurs, donc ensuite, on aura quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup, hein, par Luca Gabbiani, la vie quotidienne à Pékin sous les Qing. Alors rassurez-vous, c'est pas très pointu, parce que cette dynastie a quand même présidé aux destinées de la Chine de 1644 à 1911. Donc ça nous donne... Et donc le sous-titre « À l'ombre du mandat céleste ». Donc comment fonctionnaient les villes, comment fonctionnait Pékin pendant toute cette période au quotidien. Ensuite, patrimoine urbain et patrimoine villageois en Chine par Françoise Jette, qui est architecte, responsable de l'Observatoire de l'architecture de la Chine contemporaine, qui est une des sections de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Donc une orientation pas seulement urbaine, mais aussi sur les petites villes et les villages. Alors, une autre intervenante dont le titre est en attente, Valérie Gélézo, qui est géographe, très bonne spécialiste de la Corée depuis sa thèse, qui était consacrée à la Corée, nous parlera des villes en Corée du Nord, parce qu'elle est une des rares chercheurs ou chercheuses, ou chercheurs, ce qu'on veut, françaises, à pouvoir faire du terrain en Corée du Nord, dans le cadre évidemment d'accords de type diplomatique. Ensuite, sur le Japon, vous aurez une intervention de Naoko Tokumitsu. Alors rassurez-vous, elle est prof à l'INALCO, elle parle très très bien français, mais elle est évidemment japonaise. Et aussi sur le Vietnam, Marie Gibert vous parlera des ruelles de Ho Chi Minh Ville, c'est un peu de l'envers du décor et de comment sont ces villes qui ont évidemment un environnement politique extrêmement différent. Alors, géopolitique des religions, moi je n'étais pas très pour, parce que c'est un sujet un peu glissant. Je n'avais pas envie de me retrouver avec une fatwa. Donc, en fait, on va quand même faire ce cycle sur géopolitique et religion, et non pas géopolitique des religions. Je ferai la conférence inaugurale qui sera un panorama des religions dans le monde. Hein. Et puis,
quelqu'un que vous connaissez peut-être, pour ceux d'entre vous qui suivent les séminaires à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, où nous allons bien sûr continuer l'année prochaine, mais pour le moment, ils sont en pleine conception de leur programme, donc on ne peut pas vous en dire plus. Mais sachez que ce partenariat avec Sciences Po Saint-Germain se poursuit, bien sûr, et que vous pourrez continuer à assister à leur séminaire de 2e année. Donc Nathalie Kostrindine, qui assurait le cours sur le Sahel, nous parlera justement de cette interface islam-christianisme en Afrique sahélienne. Et en pendant, Philippe Cadenne, que vous avez vu cette année, nous parlera de l'interface islam-hindouisme qu'on oublie un peu et qui est très détonnante en Asie du Sud, donc à la fois la question des relations entre l'Inde et le Pakistan. Alors bien sûr, j'aborderai le Cachemire sur la question des frontières dans le séminaire de géopolitique, mais aussi du statut des musulmans en Inde qui a changé depuis l'arrivée au pouvoir de Modi et le départ d'un gouvernement du parti du Congrès. Ensuite, Alain Cariou également, quelqu'un qui avait fait une conférence cette année, qui m'a semblé avoir été très apprécié, reviendra pour nous parler de ce qui est vraiment sa spécialité. L'État chinois face à ces minorités musulmanes, ouïghours, donc ces gens du désert, c'est vrai qu'ils travaillent beaucoup sur le désert, mais aussi les Hui. Alors qu'est-ce que c'est les Hui? En fait, vous savez que l'ethnie dominante en Chine sont les Han. Ce sont des Han musulmans qui aujourd'hui ont un petit peu des problèmes. Et puis, toujours sur ce thème, au fond, des communautés, j'ai demandé à Fabrice Balanche, avec qui j'ai beaucoup travaillé, on a été dans la même équipe de recherche, qui est un spécialiste de la Syrie. Il vous parlera de communautarisme et géopolitique au Proche-Orient, puisque entre le Liban, la Syrie, les jeux des communautés, les alliances des communautés, c'est extrêmement important d'un point de vue géopolitique, avec aussi cette question des chrétiens d'Orient, puisqu'on oublie souvent que dans ces pays, il y a eu, pour le Liban, pratiquement la moitié de la population, pour la Syrie, plus de 10% de la population de chrétiens. Vous savez que la journaliste palestinienne qui est morte là dans la couverture récente des événements qui se passent entre Israël et les Palestiniens était chrétienne, Shirin était chrétienne. Donc Fabrice Balanche, et puis quelqu'un de très connu comme spécialiste des chiites, qui est Laurence Louer, qui nous parlera donc par rapport à, dans la presse, ce fameux croissant chiite et arc sunnite, donc ça ne tient pas la route, nous parlera en tout cas de sunnite contre chiite, un modèle pertinent d'analyse des conflits au Moyen-Orient, avec vraiment en filigrane évidemment l'opposition entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Ce n'est pas une question religieuse, c'est une question de contrôle du Golfe. Donc voilà. Et puis la dernière conférence où je suis bien embêtée parce que j'ai le choix entre des gens furieusement sionistes ou des gens furieusement pro-palestiniens. Je voudrais quand même faire une séance sur la géopolitique de Jérusalem, qui est quelque chose de tout à fait important. Alors je vais contacter soit Sylvia Schifolo, soit une autre personne qui est le directeur d'un gros laboratoire CNRS, à ceci près que, compte tenu de leur spécialité, ce sont des gens extrêmement sollicités, extrêmement prudents. Donc je suis l'autre personne, à part Sylvia Schifolo étant Jean-Paul Chalogneau, et je vais voir lequel des deux va me répondre positivement. Donc c'est en négociation. Mais en tout cas, il y aura une conférence sur la géopolitique de Jérusalem, qui sur géopolitique et religion. On est quand même dans la ville la plus symbolique des trois religions abrahamiques, et donc entre cette esplanade des mosquées, qui est aussi l'esplanade du temple, mais aussi le lieu de la vie terrestre du Christ. Donc voilà. Alors, dernier cycle thématique, en tout cas, c'est le cycle Planète bleue, mer et océan, parce qu'il m'a semblé que l'environnement, c'était quand même un sujet à la mode et important pour l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Donc l'an dernier, nous avions eu la forêt, dont j'ai trouvé... Ah ben voilà, je suis contente parce que moi, il y a des gens qui n'ont pas la fibre très écologique et bon, qui n'ont pas été absolument passionnés par la forêt. Donc cette année, on va passer à la mer. Alors, je n'en veux pas parce qu'il s'aperçoit finalement
que les universitaires, contrairement à une idée reçue, s'accroulent sous le boulot, en dehors de leurs heures de cours. L'amiral Prazuc, Christophe Prazuc, jeune retraité, qui maintenant dirige le centre de la mer à l'université Paris-Sorbonne, me dit non, je suis complètement débordée avec les programmes de recherche, la gestion des conférences, etc. Ce que je comprends tout à fait. Finalement, n'assurera pas ce cycle, où j'ai 3 conférences encore en négociation, parce que je le fais en collaboration avec quelqu'un d'autre. Alors nous aurons Nora Mareille, qui est une jeune chercheuse du CNRS, qui travaille sur les circulations maritimes, parce que évidemment les océans sont un vecteur de transport, et la mondialisation, on ne peut la comprendre, les délocalisations en Chine et autres, que si on a en tête la maritimisation. C'est l'intensification des flux maritimes qui a facilité les délocalisations en Asie, c'est incontestable. Donc elle nous parlera des lieux et des acteurs des circulations maritimes internationales, notamment avec les goulets d'étranglement que représente. Au départ, elle voulait faire quelque chose sur Suez et Gibraltar, mais comme on en avait parlé en séminaire de géopolitique, même si ça ne concerne pas tout le monde, je lui ai dit, écoute, élargis un peu, et en fait, elle parlera quand même de ces goulets d'étranglement au passage. Alors, par ailleurs, je pense que l'océan, c'est aussi un pourvoyeur de ressources halieutiques, mais aussi de ressources en algues, parce que les algues, il y a 2 choses, c'est à la fois un produit très important et de plus en plus dans l'alimentation, dans la cosmétologie et voire dans la pharmacologie, mais c'est aussi un problème avec la prolifération d'algues indésirables dans un certain nombre de mers. Donc je me réjouis que Philippe Potin, qui est le directeur de la station biologique de Roscoff, ait accepté de nous faire une conférence en reprenant le titre d'un excellent article qu'on trouve sur le site du CNRS, qui est « Algues marines », il est directeur de recherche au CNRS, « Algues marines, un enjeu planétaire ». Donc voilà. Ensuite, autre problème aussi très médiatisé, c'est celui du plastique dans les océans. Alors là, indépendamment d'un constat que c'est totalement désastreux, je dirais qu'il y a dans les médias, ou surtout chez certaines ONG, une tendance à considérer que, en fait, c'est un problème de changement de modèle productif. On est sur les thèmes de la décroissance, Serge Latouche, etc. Mais pour les spécialistes, j'ai fait appel à Benoît Riffaut, qui a une formation d'agronome et qui, ces derniers temps, a été expert à la Banque asiatique de développement et à la Banque mondiale, de nous parler de cette question du plastique dans les océans en termes de traitement des déchets. Parce qu'en fait, si les plastiques vont dans les océans, c'est parce qu'ils ne sont pas recyclés. Et chose aussi qu'on ignore souvent, l'essentiel ne vient pas forcément des bouteilles plastiques, même s'il y a des photos très spectaculaires, ce philanthrope suisse qui va avec son catamaran ramasser les bouteilles dans l'océan. C'est en fait, devinez quoi, ce sont les microparticules des fibres de vêtements synthétiques, qui sont l'origine majeure de la pollution par les plastiques. Donc ce sera peut-être l'occasion, par un spécialiste, de remettre en place quelques idées reçues très médiatisées, qui sont tout à fait honorables par ailleurs, mais d'avoir une approche plus scientifique de cette question. Et puis également Denis Mercier, alors Denis Mercier qui a été mon collègue pendant des années, qui est je ne veux pas dire que c'est le successeur de Mallory, parce que Mallory a 100 ans et se porte très bien, mais comme quoi le froid ça conserve, qui est un des très grands spécialistes d'expéditions polaires, et qui est agrégé de géographie, docteur, professeur à la Sorbonne, qui nous parlera de l'impact du changement climatique sur l'Arctique. Traduisez fonte de la banquise. Et vous voyez d'ailleurs, ah non, il ne l'a pas mise, mais j'ai une très jolie image qui avait été faite par, ça doit être l'image de la conférence, par René Tabary avec un pauvre ours blanc qui est sur son minuscule éclat de banquise. Et c'est évidemment un problème parce que une des conséquences de cette fonte des glaces arctiques, c'est l'élévation du niveau de la mer, donc des risques de submersion littorale. Alors j'ai demandé à Axel Créac, qui est un très bon spécialiste du risque de submersion littorale en France,
qui m'a répondu très gentiment, écoute, je vais être muté à Brest. Alors, je ne sais pas encore quel sera il est prof à la Sorbonne, quel sera mon emploi du temps de l'année prochaine, ni si je pourrais. Et donc, j'en profite pour vous dire que pour des raisons à la fois d'économie et pour que les gens, pour une conférence d'1h30, n'aient pas à perdre une demi-journée de trajet, on refera peut-être ce que nous avons fait avec succès, je pense, hein, pour Antoine Bondaz, qui a eu le Covid la veille de sa conférence, de faire des conférences à distance, mais vous serez présent dans la salle et où vous pourrez dialoguer. Alors, je ne sais pas si la personne est là, mais quelqu'un m'a écrit en me disant... ou a écrit au secrétariat qui m'a retransmis, c'était très bien parce qu'au fond, on voit beaucoup plus le conférencier à l'écran que quand il est là, dans son petit coin, à sa table. Donc, c'était pour que vous me voyiez, hein, que je bougeais. Donc, voilà, ce qui fait qu'il sera possible que nous n'ayons pas toutes, hein, mais qu'un certain nombre de conférences soient, même si certains conférenciers préfèrent venir... Alors, je dois dire que l'argent étant le nerf de la guerre, c'est vrai que si on économise des frais de déplacement et des allers-retours en TGV, c'est toujours ça. Mais bon, on mixera les deux. Hein. Sur un cycle comme les océans et les mers, il est très difficile d'avoir des gens qui résident en Île-de-France. Hein. La plupart, ils sont sur le littoral atlantique ou sur le littoral méditerranéen. Donc, j'ai un autre amiral en réserve, en fait, mais je ne sais pas encore s'il interviendra, et surtout aussi cette dame qui est la première femme amirale en France. Hein. Donc, j'attends les réponses. Voilà. Donc, voilà pour ce cycle qui, je pense, est important parce qu'à la fois, il touche aux questions d'environnement, hein, donc, par exemple, pour les plastiques, on est dans les mêmes types de problématiques que ce que nous racontait Jean-Paul Bravard sur les sédiments du Mékong. C'est très largement une question de coopération entre les États asiatiques, puisque la principale source des océans par les plastiques, c'est l'Asie. Pour deux raisons. D'abord parce qu'ils n'ont pas du tout de législation environnementale. D'autre part parce que les pays développés d'Europe ont tendance à envoyer leurs cochonneries là-bas. Hein. Des expériences les plus traumatisantes de ma vie, ça a été dans un quartier pauvre de Delhi, de voir les gens des jeunes Indiens, très jeunes, qui triaient des monceaux de cartes d'ordinateurs, qui désossaient des ordinateurs pour récupérer des puces, pour ensuite récupérer, je pense, le lithium, hein, qui était espérance de vie très très courte, hein, liée à cette exposition permanente. Et donc cette question du traitement des déchets des pays riches dans les pays pauvres est aussi une question pour moi d'ordre éthique. Hein. Et donc, comme l'expliquait Jean-Paul pour les sédiments du Mékong, le vrai problème, c'est qu'on a la Thaïlande, la Malaisie ou autres qui manifestent un minimum de bonne volonté pour avoir des subsides de la Banque mondiale, il ne faut pas rêver, mais la Chine qui s'oppose férocement. Et là, on est quand même, parce qu'il m'a un petit peu raconté ce qu'il allait raconter, on est un peu dans les mêmes problématiques. Hein. Donc voilà. Alors maintenant, les conférences générales. Les conférences générales, alors vous aurez remarqué qu'on n'a pas de cycle avec le musée d'archéologie nationale. Hein. Moi, je le regrette, mais alors, le cycle de l'an dernier, je dois le dire, a été le cycle le moins suivi, que ce soit en replay, ce qui n'ôte rien à la gentillesse, à la compétence de Madame Bonora, qui avait fait une très bonne conférence. Je pense que beaucoup d'entre vous... Alors déjà, les titres n'étaient pas forcément très attractifs, même si les conférences étaient passionnantes. Et je dois dire que, par exemple, la visite de la Gypsothèque de Versailles était quelque chose de très très réussi. Hein. Et donc je pense que certaines de ces conférences n'ont pas eu le succès qu'elles méritaient. Néanmoins, elles étaient quand même souvent très très érudites, mettant en valeur, pourquoi pas, hein, les programmes de recherche d'Humann, mais pas forcément répondant à vos attentes. Donc voilà, ce qui fait que ça m'a amené à étoffer un peu le nombre de conférences générales, hein, puisque nous aurons un cycle en moins. Sachant quand même que la tendance sur Saint-Germain-en-Laye en offre de conférences est extrêmement inflationniste. Hein, il y a par exemple les comités de jumelage maintenant proposent des conférences. Le musée d'archéologie nationale va proposer un cycle de conférences, 5 conférences chaque fois par des gens différents, ouverts aux amis et sur paiements extérieurs. Donc c'est vraiment notre modèle. Hein. On n'a pas déposé de brevet, hein, mais quand même c'est un peu agaçant à la longue. Alors,
les AVSG, là, il n'y a pas de souci, on a chacun notre périmètre clairement défini. Donc, en tout cas, alors déjà, vous savez que l'année dernière, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle un cas de force majeure, Jean-Paul Amat n'a pas présenté sa conférence sur la forêt, le militaire et la guerre, qu'il va d'ailleurs actualiser compte tenu de ce qui s'est passé en Ukraine, parce qu'il a eu une grave opération du genou qui a nécessité une immobilisation, puis une rééducation très longue et très douloureuse. Donc, il nous fera sa conférence cette année, hein, elle est reportée à cette année. De la même façon, Madame Cizel, qui s'est fait une fracture de la jambe, qui très gentiment a dit... que vous avez déjà pu entendre, elle nous avait fait une très bonne conférence, hein, qui nous a dit je vais venir quand même avec mon plâtre. Et le jour de la date de remplacement, c'est le jour où il y a eu ce verglas tardif, où il y a eu de la neige et autres. Donc le matin, elle a dit non, 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 je ne le fais pas. Et donc on l'a reporté à cette année. Alors c'est une spécialiste de la politique extérieure des États-Unis. Et par rapport au projet de l'année dernière, elle a complètement modifié, puisqu'elle va nous parler de la politique de Joe Biden face à l'Ukraine. Puisque vous savez qu'il se passe beaucoup de choses. Alors donc ça, c'est la première remarque. 2 conférences qui en fait sont des reports de conférences annulées pour des raisons de force majeure. L'an dernier, donc surtout ne me reprochez pas, il y a eu des conférences annulées, on ne peut pas quand même reprocher aux gens de s'être fait une fracture de la jambe. Alors, d'autre part, évidemment, un fidèle parmi les fidèles, Gérard-François Dumont, qui nous fera sa conférence, j'ose presque dire rituelle, hein, le jour de notre Assemblée Générale, fixée au 9 décembre. Et sa conférence portera, c'est d'ailleurs le titre d'un de ses récents articles, sur l'Ukraine face à la guerre, géopolitique et population. Et puis, comme nous n'avons pas comment dirais-je, comme nous n'avons pas de cycle musique, hein, même si on abordera la musique, vous l'avez vu dans le cycle Molière, nous aurons dans les conférences générales une conférence par André Paléologue. André Paléologue est un homme extrêmement cultivé, qui était inspecteur général des bâtiments de France, dont une des... comment dire, ça doit être sa grand-mère, qui s'appelle Cécile Laourou, née paléologue. Donc, les paléologues, une grande dynastie d'ambassadeurs, hein, par ailleurs, nous fera une conférence sur de la France aux Carpates, une compositrice française méconnue. Alors pourquoi effectivement Cécile Laourou a épousé un Roumain, hein, a vécu en Roumanie, elle est très connue en Europe centrale et orientale, elle est souvent jouée, hein. En France on ne la connaît pas, donc je trouve que c'est intéressant de découvrir une femme compositrice du 19e siècle, enfin fin 19e, puisqu'elle est née en 1880 et décédée en 1959. Alors ensuite, eh bien, j'allais dire presque en écho au cycle sur la médecine, Alexandre Draos nous fera une conférence sur les épidémies dans les arts visuels de l'Antiquité à nos jours. En effet, il y a des tableaux tout à fait apocalyptiques, par exemple sur la peste, hein. Donc ce thème des pandémies, c'est aussi un thème pictural et je trouvais que c'était important de croiser un petit peu ces regards. Et puis là aussi une personnalité que vous connaissez beaucoup, qui est François Boulet, hein, historien, qui dans la continuité de sa conférence de l'an dernier sur Tolstoï, nous parlera cette année de De Gaulle et Tolstoï. Hein. Donc personnalité très dynamique, hein, qui a beaucoup de punch et qui donc va venir... Alors, lui aussi. Alors, Monsieur Bourillon, dont je n'ai pas encore le titre, mais qui fera une conférence tournant autour de l'architecture. Est-ce que vous avez du nouveau sur... Oh, superbe. Écoutez, très bien, mais ça va être aussi l'occasion de superbes dérives urbaines dans Saint-Germain. Hein, voilà, merci infiniment. Donc, vous en savez autant que moi maintenant. Et je remercie vraiment Monsieur Bourillon d'avoir accepté. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, Hélène Solignac, puisque sa conférence sur le bol d'or, auquel elle a consacré un chapitre déjà dans son ouvrage sur la forêt, fera cette conférence qui sera en partenariat avec les Amis du Vieux Saint-Germain.
bon, probablement au TAD pour rassembler nos troupes. Conférence d'économie, parce que l'économie est un peu absente de nos programmes, par Éric Pichet. Bon, pour le moment, je suis en attente du titre. Et puis également une conférence de Madame Proust, qui est intitulée, je trouve ça très joli, comme un tableau pittoresque au temps de Shakespeare, les jardins anglais. Et là, j'espère bien que nous pourrons nous associer au comité de jumelage pour cette conférence, même si c'est un comité de jumelage avec une ville écossaise, non pas anglaise, mais bon, vous savez. Par ailleurs qu'en Irlande, en ce moment, la donne a changé puisque le Sinn Féin a eu la majorité aux élections, donc les forces centrifuges s'accentuent au sein du Royaume-Uni, mais là, je pense que quand même, les jardins anglais sont un thème qui est susceptible d'intéresser les gens. Et je m'étais beaucoup réjouie que le cycle sur les îles britanniques ait eu des conférences avec la présence des... Ah, pour la lumière, d'accord. Voilà, dans la lumière, de l'ombre à la lumière. Donc voilà un petit peu ce programme. Donc vous voyez, il n'est pas complètement bouclé. Il y a encore 3 ou 4 conférences en attente. Nous avons les dates de la plupart des conférences, mais ça, vous les aurez très bientôt sur le site. Alors, il me reste à vous dire que nous ouvrons les inscriptions soit par voie postale, soit par dépôt dans la boîte aux lettres de notre association qui se trouve dans le Jardin des Arts, mais pas sur le mur, de l'autre côté, sur la grille, soit oui, en face du bâtiment, soit par passage au secrétariat, où j'ai demandé à notre secrétaire de vous réserver le meilleur accueil, soit par le site, puisque vous avez la possibilité, que je vous invite à utiliser, de vous inscrire via le site avec un paiement sécurisé par carte bancaire sur Helloasso. Alors vous allez me dire, pour s'inscrire, encore faut-il des détails et les formulaires d'inscription. Alors vous en avez à la sortie, mais vous les trouverez aussi, pensez aux arbres et à l'empreinte carbone, vous les aurez aussi sur le site. Vous recevrez un mail circulaire lorsque j'aurai réussi à résoudre la question de l'envoi en nombre des mails, parce que nous utilisons, la secrétaire utilise un logiciel qui n'est plus très performant. Donc si vous avez été adhérent il y a 3 ans, il y a 2 ans et cette année, vous risquez de le recevoir 3 fois. Donc on va essayer de régler ça avec nos informaticiens. En tout cas, vous aurez aussi comment dire, la possibilité d'avoir accès à cette, même si vous ne vous inscrivez pas par Helloasso, d'avoir accès à ce formulaire d'inscription sur le site. Vous pouvez aussi le retirer au secrétariat et vous l'avez disponible à la sortie. Nos inscriptions commenceront le lundi 23 mai. Elles se poursuivront jusqu'à la première semaine de juillet. Alors évitez d'envoyer par la poste ou de déposer dans la boîte aux lettres des choses au-delà, parce que ça va stagner tout l'été dans la boîte aux lettres. Et puis, nous reprendrons les inscriptions en septembre, donc la 2e semaine de septembre, à partir du 6, c'est cela? Du 26, pas avant? Non, du 6 septembre. Non, mais le 6 septembre, Fabienne est là, elle peut recevoir les gens. Donc à partir du 6 septembre, au secrétariat, par la boîte aux lettres ou par voie postale. Voilà. En mai, à partir du 23. Et donc, soit par Helloasso, soit par la poste, soit par dépôt, soit en allant au secrétariat, où la secrétaire dispose de tous les détails, le programme détaillé, parce que moi je vous ai donné la substantifique moelle des séminaires, mais nous avons des programmes détaillés. Et par ailleurs, la semaine où vous pouvez nous rencontrer, demander des informations plus précises à l'accueil de Vera, qui commencera le 26 septembre, donc où nos bénévoles se relayeront pour vous accueillir et qui durera pendant 15 jours, mercredi inclus, parce que je ne vois pas pourquoi. Vous ne gardez pas tous vos petits-enfants, puis vous pouvez venir avec les bambins, vous inscrire, ce n'est pas un problème. Donc tous les jours à partir du 6 septembre et à partir du 26, pendant 2 semaines,
pour nous rencontrer. Et voilà. Donc je pense que vous avez toutes les informations nécessaires. Et je suis, ainsi que les bénévoles qui sont présents dans la salle et notre secrétaire général, à votre disposition pour répondre aux questions que vous auriez à poser. Il y a un deuxième, non? Il y a un deuxième micro pour les questions. Des questions? Non? Ben écoutez. Je pense qu'il y en a là. Donc, si vous avez des questions, Monsieur Fedorovski fait circuler un micro. Voilà, donc vous avez d'ores et déjà des formulaires d'inscription qui sont disponibles sur la table à la sortie. Voilà, merci beaucoup. Et il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances. Et puis à lundi pour les personnes qui sont inscrites à la sortie à Granville. Voilà, à bientôt.